Vous êtes prêts, messieurs, vous pouvez, démarrer. Super. Bah, écoutez, très heureux de vous accueillir également et particulièrement heureux puisque c'est une présentation qui va être un peu différente de ce qu'on fait, en temps normal puisque là, vous allez avoir la vue, on va dire simultanée, heu, des gens qui réalisent des essais pour vous, qui, ont le savoir-faire, qui, vous donnent les résultats et puis le point de vue aussi, des instrumentalistes qui leur fournissent les moyens pour faire ces essais et vous allez comprendre l'interaction qui peut exister entre les 2 et en quoi, chaque, partie de cette problématique-là est importante. Et quand je parle de partie, je parle des méthodes, hein, du protocole expérimental et puis, l'intégration des bons instruments, dans ces protocoles. Donc le sujet de la présentation d'aujourd'hui, c'est, quelque chose de très pragmatique. Comment déterminer l'efficacité des composants d'une chaîne de traction d'un véhicule électrique de dernière génération? Donc c'est un problème, extrêmement, concret et courant. On est tous, susceptibles d'acheter, à un moment ou à un autre un véhicule électrique. La grande question qu'on se pose, c'est, quelle va être l'autonomie? Dans quelles conditions? Et tout le monde se pose la question de savoir, quel niveau d'efficacité on a atteint sur ces véhicules et qu'est-ce qui, dans ces véhicules complexes, participe à, des gains d'autonomie, à, des pertes d'autonomie, en sachant qu'en plus les technologies sont très, évolutives et que chaque constructeur va faire appel à, des choses innovantes ou pas, et l'intérêt c'est de savoir, quelles sont, dans ces technologies, celles qui contribuent le plus à, gagner en autonomie, et en efficacité du véhicule. Donc nous n'avons pas préparé de plan, enfin si, on a un plan bien évidemment, mais le slide de plan, puisque vous allez voir que la transition, la présentation est assez régulière. On va poser les bases de la problématique et puis vous détailler, Thomas et moi-même, les différentes étapes et les différents éléments, importants à prendre en considération dans ce genre d'évaluation. Je vais juste, couper ma caméra, à ce moment-là pour les points de bande passantes, mais je le remettrai par la suite. Alors je vais me présenter brièvement. Que mon nom est Philippe, Pottero, hein, il y a une faute d'orthographe que je constate à l'instant, mais c'est pas grave. Moi, je suis plutôt instrumentaliste à la base, hein, DUT de mesure physique, donc assez large en termes d'approche, de la mesure. Moi, mon domaine, c'est la mesure. J'ai commencé chez HBK en 97, hein, donc ce qui explique, mon absence de cheveux, on va dire. Et j'ai commencé par un métier qui était, pas du tout attendu, mais qui m'a beaucoup, passionné, technico-commercial, mélanger, la technique, l'instrumentation avec les problématiques clients, les discussions, essayer de trouver la meilleure solution. C'était extrêmement, enrichissant dans les premières étapes, de ma carrière. Ce qui m'a amené on va dire, à asseoir le contenu technique en devenant ingénieur d'application, où j'étais, dans un domaine complètement différent. J'étais dans le domaine de l'analyse structurelle, dynamique, ce qu'on appelle l'analyse modale, et puis également la partie antennerie acoustique, cartographie acoustique, d'objets, pour trouver les sources de rayonnement. Passionné d'acquisition, je suis vite devenu responsable de la gamme d'acquisition qu'on appelait Pulse à l'époque pour la France. Et puis, également passionné par les avions. J'ai eu la chance d'être directeur commercial aéronautique, Europe, donc à gérer, l'interaction avec, des grands comptes comme, Airbus, bien sûr que vous connaissez, Rolls-Royce, voilà, des gens comme ça. Et puis, plus récemment, j'ai fait le choix de l'électrification en intégrant l'équipe, interne qu'on appelle l'équipe, EPT, EPT pour Electric Power Test, en tant que business développeur pour, développer la gamme et faire en sorte que cette gamme de solutions et de produits, colle le mieux possible aux besoins du marché et de nos clients. Voilà. Donc je laisse la parole à Thomas. Merci Philippe, merci Anne-Cécile pour cette introduction. Donc je suis Thomas Ledan, ingénieur chez Greenmot. Je suis ingénieur arrêt métier et j'ai également une maîtrise de recherche de l'école de technologie supérieure de Montréal. Donc je suis ingénieur chez Greenmot depuis 2015, où j'ai successivement occupé les postes d'ingénieur système. Donc c'était un poste qui était dédié à la conception de machines spéciales et en particulier les cellules d'essai euh, dont on parlera dans la suite de cette présentation. Et depuis 2 ans, je suis responsable du service métrologie maintenance, d'où ma présence ici aujourd'hui. Super. Alors on va commencer par une très rapide description de nos 2 sociétés, hein, puisqu'on est c'est une présentation commune aujourd'hui comme, l'expliquait, Anne-Cécile.
Donc HBK, je pense que certains d'entre vous connaissent. C'est un nom assez nouveau sur le marché puisque c'est la fusion de 2 entités, assez connues que sont, Borel Eckert et HBM, fusion qui a eu lieu il y a 2 ans à peu près maintenant. L'idée, c'était d'avoir une plateforme, de solutions de test couvrant, un domaine de grandeur physique, le plus large possible, puisque les 2 sociétés étaient assez similaires, en termes d'historique, mais très complémentaires, pour ce qui concerne les grandeurs physiques couvertes. Donc Brodecker spécialisé, bruit, vibration, et puis HBM, mesures mécaniques, intégrant par exemple les mesures de couple, les mesures d'effort, mais également les mesures électriques. Aujourd'hui, HBK, c'est une société mondiale, hein, très bien représentée sur différents continents et qui couvre des domaines d'expertise qui vont des très très basses fréquences, donc, des mesures typiquement de contrainte, de force, de pression statique, jusqu'à des mesures très haute fréquence que sont les mesures électriques. L'idée, c'est d'avoir une continuité, une interaction entre ces grandeurs physiques pour apporter des solutions polyvalentes quand vous avez des problèmes à résoudre sur vos objets à tester. Heu, Bien évidemment, on va dans le sens de la complexification aujourd'hui, hein, puisque les systèmes sont de plus en plus complexes. Vous savez que sur une batterie, bah, il y a toute une partie électrique, mais il y a aussi une grosse partie thermique qui est à prendre en compte. Donc, on pense tous que ça a un sens d'assembler tout ça au sein d'un écosystème où tout peut être interconnecté et apporte des réponses du coup, plus rapides. Greenmot, donc, est un centre d'essai localisé en région lyonnaise. C'est une société qui a été créée en 2010. Aujourd'hui, ce centre d'essai, il est composé de plusieurs moyens. Des cellules d'essai climatiques dédiées aux véhicules légers, mais également aux hautes puissances et aux véhicules industriels. Ces cellules d'essai ont plusieurs particularités. D'une part, un contrôle thermique étendu, donc de -46 jusqu'à +63, et le contrôle de l'ensemble des grandeurs physiques qui permettent à un véhicule de fonctionner. Donc bien sûr, la charge roue, hein, qu'on appelle la loi de route, mais également donc, la température, l'hygrométrie, la simulation d'ensoleillement et la simulation de vitesse d'air. On peut passer à la suivante, Philippe. Excuse-moi, suite. Aujourd'hui, Greenmot s'articule sur une offre complémentaire. Donc l'offre testing, qui est l'offre de centre d'essai, qui est une offre de production d'essai pour des clients qui sont des fabricants, des constructeurs, des fabricants de composants, et une offre engineering, qui est une offre de développement de moyens d'essai, donc moyens de mesure, par exemple des capteurs spéciaux, des bancs d'essai ou des composants de bancs d'essai, des composants de bancs d'essai. Cette offre, elle est très importante parce qu'elle nous a permis d'avoir à la fois l'expertise de la production d'essai au sein de notre entité testing et l'expertise de la conception de moyens. Et donc, ce travail main dans la main des deux entités nous permet d'adresser une grande diversité d'essais, et notamment d'adresser tous les essais spéciaux qui nécessitent de fabriquer des bancs, d'adapter les bancs existants pour des fonctionnalités qui sont un petit peu spécifiques. Au sein de l'entité testing, une de nos activités, c'est donc le benchmark de véhicules électriques et hybrides, sujet de la présentation d'aujourd'hui. Cette activité, elle se base sur les besoins clients suivants, qui sont d'avoir une vue synthétique des performances de produits ou technologies concurrentes. Donc, quelle est la performance du véhicule de mon concurrent et des composants de la chaîne de traction du véhicule de mon concurrent. Ça répond également au besoin de comparer les intégrations d'une même technologie. Par exemple, deux moteurs électriques intégrés différemment par deux concurrents, mais également de guider les constructeurs dans leur choix technologique. Il y a des choix d'architecture qui sont déterminants d'un point de vue technique, mais également politique, et avoir une visualisation de la performance de ces composants technologiques est un des besoins de nos clients. Le dernier élément important, c'est le time to data, donc le délai qui s'écoule entre la prise de commande et la fourniture de résultats. Aujourd'hui, sur ces projets-là, on est
généralement sur des time to data de 2 à 6 mois en fonction de la complexité du CDC, du cahier des charges bien évidemment, et de la disponibilité du véhicule, qui est un élément important pour nous. On peut passer à la suite. Donc cette activité de benchmark et la méthodologie qu'on va vous présenter, on l'a conduite sur un panel de véhicules qui est déjà important et dont on est déjà très fier. Donc vous avez ici affiché à l'écran les réalisations des dernières années, hein, la Hyundai Kona, la Renault Zoé Neo, la i208, la ID3, la Fiat 500 et les 2 derniers véhicules donc pour l'année 2022, la Tesla Model 3 et la BMW iX3 qui est actuellement en cours de test chez nous. Et si on parle un petit peu du futur, sur les projections qu'on a là, sur les mois à venir et sur l'année à venir, il est très fort probable qu'on s'intéresse donc à la Mégane E-Tech que Renault vient de sortir, à la Ioniq 5, un véhicule extrêmement intéressant d'un point de vue technologique sorti par Hyundai, et pourquoi pas aussi à la Toyota BZ4X. Cette liste est évidemment ouverte et peut être complétée par votre besoin si jamais vous nous en faites part. Cette approche de benchmark, elle s'appuie, et c'est l'objet de cette présentation, sur une méthodologie complète et sur une instrumentation complète et une maîtrise la plus poussée de ces deux aspects. La méthodologie, elle va viser à mettre le véhicule dans un environnement qui va être le plus réaliste, tant en ce qui concerne les conditions d'environnement que l'intégration des capteurs. On va essayer de perturber le moins possible le véhicule, on va essayer de le remettre dans des conditions qui sont les conditions de la route, et vraiment, je pense par exemple aux mesures de débit, par exemple, on va essayer de perturber le moins les pompes qui génèrent ces débits. Donc ça, c'est le premier point important, c'est vraiment la méthodologie. On a développé au cours des années une méthodologie de d'essai et une méthodologie d'instrumentation qui permet de mettre en œuvre et de dérouler ces programmes d'essai dans le but d'atteindre bien sûr les résultats escomptés. Le deuxième point important, c'est les capteurs. Les capteurs, ils sont, et on le verra, basés sur plusieurs physiques. C'est un des points extrêmement importants pour nous pour atteindre nos résultats. Et le troisième volet pour atteindre une répétabilité élevée et des précisions élevées, c'est le banc. Ce banc, il y a 3 technologies, 3 caractéristiques. D'une part, la connexion directe qui permet d'obtenir des meilleurs résultats, des résultats plus répétables que les bancs à rouleau ou même le roulage sur route. Le contrôle continu des conditions d'environnement et en particulier de la température, et le robot de conduite qu'on a développé en interne pour nous assurer une forte répétabilité. Tous ces avantages technologiques développés en interne par Greenmot nous permettent de cibler une répétabilité à 0,1% sur cycle routier, donc sur le cycle standardisé WLTC. Et donc ça, tout ça, c'est extrêmement important pour maîtriser ce qu'on produit. Si on prend ce problème-là par un point de vue un petit peu différent, on parle souvent de maîtrise des chaînes d'instrumentation. Nous, on va un petit peu au-delà de ça, on va jusqu'à on essaye d'adresser et de maîtriser l'ensemble de la chaîne de production de données. Et cette chaîne de production de données, elle passe par l'ensemble des points listés ici, qui sont d'une part les incertitudes des performances des équipements de mesure, la façon dont on les met en œuvre, donc ça c'est la partie instrumentation, les conditions d'essai qu'on veut le plus répétable et le plus maîtrisé, c'était l'objet de la slide d'avant, la procédure d'essai qui doit être répétable et qui se doit de prendre en compte l'ensemble des variabilités que le véhicule peut connaître. On parle de macération, on parle de conditionnement thermique jusqu'au sein de la batterie, de temps de démarrage, de procédure de démarrage. Tout ça a une importance clé pour maîtriser la chaîne de production de données. Et donc, une fois qu'on a réalisé les essais, c'est pas terminé parce que pour avoir une chaîne de production de données de qualité, il faut également gérer l'acquisition, la gestion des données et le post-traitement et la mise en forme des données.
Si on rentre un peu plus dans le contenu technique, les bases de la méthodologie ont été posées. Donc vous avez en haut à gauche de ces slides, par exemple, une photo d'une intégration d'instrumentation qui était réalisée chez nous. Ça, c'était par exemple sur la Fiat 500 électrique, où on voit des pièces d'origine. On les voit assez peu, mais et beaucoup de pièces pas d'origine, notamment la majorité des faisceaux en câble orange, en câble haute tension. Voilà, c'est pour vraiment resituer un petit peu dans le réel cette présentation. Et à droite, vous trouverez donc le schéma simplifié de toute la chaîne de traction, donc du réseau, le grid en haut à droite, jusqu'à la roue en bas à droite et à gauche, avec l'ensemble des points, les points sur lesquels on fait nos instrumentations de puissance. Donc en sortie chargeur, en entrée de la batterie HV, en sortie de la batterie HV, entre l'inverteur et le moteur, entre le moteur et le réducteur, entre le réducteur et les roues, et enfin au niveau de la route. Donc on est sur plusieurs grandeurs physiques, c'est détaillé sur la slide d'après, Philippe, si tu veux bien. On est donc sur plusieurs grandeurs physiques. On va être amené à faire des mesures de courant DC, de puissance DC, des mesures de puissance AC, des mesures de puissance mécanique. Ça, c'est les 3 grandeurs physiques nécessaires à l'obtention de l'efficacité et des rendements et des pertes sur la chaîne de traction. Mais les instrumentations, et on le verra dans la suite de la présentation, nous permettent aussi d'adresser d'autres problématiques, notamment les problématiques de thermal management et les problématiques de mesures spécifiques sur les machines électriques pour le développement des machines électriques. En ce qui concerne les mesures de puissance AC, c'est des mesures qui sont plutôt... c'est pas les mesures les plus difficiles. Aujourd'hui, nous, on les a mis en œuvre principalement dans 3 points de mesure, donc entre le chargeur DC et la batterie HV pour la charge en courant continu, et en entrée de la batterie HV dans le cas d'une charge AC, donc en aval du chargeur AC-DC qui est emporté par le véhicule, et également entre la batterie et l'inverteur. Ce qu'on va rechercher sur cette mesure, c'est bien évidemment de la précision de mesure, bien évidemment des incertitudes maîtrisées, mais aussi une mesure de tension et de courant isolé. Et c'est ce que Philippe va vous présenter donc, dans les slides suivantes. Comment est-ce qu'on met en œuvre concrètement cette mesure et quelles sont les contraintes qu'on doit prendre en compte. Philippe, on t'entend pas. Excusez-moi, problème classique. Donc sur les mesures en DC, donc en continu de ce type-là, on n'a pas beaucoup de problématiques en termes de bande passante, mais les problématiques vont plutôt être en termes de tension et surtout de sécurité et d'isolement. Vous le savez peut-être, mais quand on mesure les tensions élevées, à partir du moment où on va rajouter des interfaces entre les tensions mesurées et puis les systèmes d'instrumentation, on va rajouter des problèmes potentiels et on va rajouter des incertitudes supplémentaires. Donc l'idée, c'est d'avoir des boîtiers d'acquisition qui acceptent directement, sans aucune interface, les tensions engendrées sur les véhicules, qui maintenant vont pratiquement à 1000 volts, mais au-delà de ça, qui assurent aussi un niveau de protection et d'isolement important. Alors moi qui viens d'un domaine qui n'est pas un domaine électrique, c'est quelque chose sur lequel je suis particulièrement sensible parce que c'est une complexité supplémentaire qu'on n'a pas sur d'autres domaines d'instrumentation. Ces grandes tensions font que il faut se protéger l'instrumentation et protéger l'opérateur. Et vous êtes peut-être au courant, vous avez sûrement tous vu ça sur vos instruments, mais sans vraiment y prêter attention. Il y a des classifications très précises et très normatives sur le niveau de protection qu'apporte un instrument par rapport à des tensions élevées. Alors la protection est de 2 ordres, hein, il ne faut pas qu'en cas de dépassement de la tension attendue, on détruise l'instrument. Bon, c'est un problème important, mais voilà, on peut racheter un instrument derrière, mais surtout qu'on n'expose pas l'opérateur de cet instrument à des tensions potentiellement dangereuses ou mortelles. Alors ça paraît tout bête comme ça, mais quand vous êtes dans un véhicule électrique avec du câblage de partout, que vous l'opérez, que vous le conduisez, vous avez des interfaces entre des bus numériques, entre des bus analogiques, entre des grosses tensions, des gros courants. Et qu'est-ce qui se passe si l'instrument n'a pas été conçu pour isoler ces différentes
ces différentes tensions dans des ordres de grandeur qui sont très, très différents. Donc j'introduis très rapidement ce qu'on appelle les CAT. CAT qui viennent du domaine des réseaux électriques classiques, hein, réseau grid et résidentiel. Ce sont des classes de protection en cas de dépassement accidentel de la tension de service de l'instrument. Vous voyez qu'il existe plusieurs catégories et plusieurs tensions de service. Et ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez un appareil, par exemple, de 4.3 prévu pour opérer à 600 volts, il va être capable sans risque de supporter une surtension accidentelle de 6 kV, de 6000 volts. C'est-à-dire que si même il y a un accident au moment où vous êtes connecté sur le réseau de charge du véhicule, qu'il y a la foudre qui tombe à côté ou qu'il y a un défaut dans le moteur qui provoque une surtension impulsionnelle, vous avez la garantie que l'instrument ne sera pas détruit et que surtout l'opérateur ne courra pas de risque. Donc, il y a plein de variantes, il y a des niveaux de protection plus ou moins élevés, mais je vous invite simplement à prendre en compte ce paramètre-là dans vos choix d'instrumentation, et particulièrement pour les instrumentations qui ne sont pas synonymes de haute tension. L'exemple concret, c'est les températures. On instrumente de plus en plus les moteurs en température dans des endroits où potentiellement on a de très très grosses tensions. Dans les stators, bon, les rotors c'est plus compliqué, mais au plus proche du bobinage et au plus proche des endroits où il y a de la forte tension. Et c'est pour ça que j'introduis un deuxième aspect, qui est l'aspect isolation, parce que ces instruments-là, pour pouvoir fonctionner dans des conditions de sécurité correctes, doivent être isolés entre leurs étages d'entrée et leurs étages de sortie vers, en général, un ordinateur. Donc l'isolation, c'est quelque chose qui permet électriquement de séparer les différentes étapes de conditionnement du signal et de numérisation, et qui va apporter une sécurité de l'utilisateur, de l'équipement, et qui en plus a le gros avantage d'améliorer la qualité de la mesure, puisqu'on va éviter les boucles de courant qui très fréquemment, dans ce genre d'environnement, génèrent des harmoniques du 50 Hz ou d'autres choses qui peuvent être très très problématiques pour avoir une mesure précise. Je pourrais juste attirer votre attention sur un point qui, moi, m'a beaucoup étonné au début. Pour moi, l'isolement, c'est quelque chose d'absolu. C'est-à-dire, on est isolé électriquement ou on ne l'est pas. Dans la réalité, dans un instrument, c'est jamais complètement le cas, parce que l'isolement va être garanti jusqu'à une certaine différence de tension. Et ça paraît logique. On a des contraintes de place, de taille, et donc quand on met des grosses tensions à côté de basses tensions dans un espace qui est restreint, ben, l'air est conducteur et on peut avoir des phénomènes de décharge partielle, des phénomènes d'arcage. Donc là, on a une isolation entre les différentes phases du système, entre les différents étages du système, mais jusqu'à une certaine tension. Donc à vous de vous assurer que dans votre chaîne de mesure, bien sûr, on est là pour vous aider et vous guider, mais de vous assurer qu'entre les différents réseaux sur lesquels votre instrumentation va être connectée, vous avez bien les bonnes plages d'isolement, pour assurer la sécurité de l'ensemble du système. C'est un point qu'il faut prendre en compte avant même de parler d'incertitude, de bande passante et ainsi de suite. Je te rends la main, Thomas. Donc on a vu pour comment, enfin, on a vu où est-ce qu'on instrumentait la mesure de puissance DC. Et par contre, voilà, le deuxième challenge, c'est la mesure, le vrai challenge, c'est la mesure de puissance AC alternative. Nous, on va retrouver à deux points de mesure sur nos instrumentations. Donc, soit en sortie du chargeur AC, le chargeur de la voiture, mais également, et de façon principale, entre l'inverteur et le moteur du véhicule électrique. C'est de loin le point le plus intéressant. Donc pour ces mesures de puissance AC, on retrouve la nécessité d'avoir une mesure isolée, comme sur le DC, et évidemment la nécessité de précision, de maîtriser l'incertitude. Ça, c'est tout l'objet de notre travail, mais également beaucoup d'autres contraintes. Donc, on va travailler sur des tensions jusqu'à 1000 voire 1500 volts dans certains cas, des courants sur les véhicules aujourd'hui qui peuvent aller jusqu'à 1000 ampères RMS, donc des fortes tensions, des forts courants, et une exigence supplémentaire qui est liée à la nature même du courant AC. Donc, le courant AC, il y a une porteuse à une fréquence variable en fonction de la vitesse de rotation désirée du moteur. Et sur ces systèmes inverteurs-moteurs, on retrouve beaucoup d'harmoniques. Et pour faire une mesure précise, eh ben, ces harmoniques, il est absolument nécessaire de les prendre en compte dans le calcul de puissance. D'une part parce qu'elles véhiculent de la puissance, et d'autre part parce que ça génère, ça permet aussi
d'affiner les calculs, la répartition puissance active, puissance réactive. Donc c'est une mesure qui est très complexe, qui nécessite d'avoir des capteurs et des systèmes d'acquisition qui fonctionnent à très haute fréquence. Donc en général, on fonctionne à 2 MHz en acquisition et on vise des bandes passantes supérieures à 500 kHz. Donc d'un côté, on va avoir cette exigence, qui va être une exigence motivée par le besoin de maîtriser l'incertitude et pas faire d'erreur à cause des composantes dynamiques. Et de l'autre côté, on a l'aspect pragmatique de la réalisation de l'essai, hein, c'est l'ensemble des points dont on a listé tout à l'heure, qui est que gérer des acquisitions sur des journées entières d'essai à 2 mégas, c'est pas raisonnable, hein, ça fait des volumes de données qui sont beaucoup trop importantes. Donc on a en plus l'exigence de travailler à basse fréquence en synthèse, donc ça veut dire faire l'acquisition à haute fréquence, faire les calculs en live et envoyer les données synthétisées de puissance active, de puissance réactive, de puissance totale, de cos-phi à un système plus basse fréquence, qui typiquement 100 Hz chez nous. Comment est-ce qu'on fait ça, Philippe? Alors, pour répondre à ces problématiques-là, il y a plusieurs aspects. Déjà, ce qui est essentiel, c'est d'avoir des cartes d'entrée qui sont dédiées à ce genre de mesures. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si vous avez typiquement un oscilloscope qui a des plages d'entrée de quelques dizaines de volts et que vous voulez mesurer jusqu'à 1000 ou 1500 volts, vous allez passer par des sondes externes et ces sondes ont un effet absolument destructeur sur l'incertitude de mesure. Donc, la première chose à vérifier, c'est que vous avez des entrées qui correspondent à la plage de mesure, sans interface, et qui bien sûr protègent l'opérateur pour ces plages de mesure-là. Donc ça, c'est très important. Côté courant, ce qu'il faut également s'assurer, c'est qu'on va pouvoir faire coexister des mesures de très haute tension avec des mesures beaucoup plus basse tension, puisqu'en général, pour les courants, on utilise des transformateurs zéro flux qui sortent des toutes petites tensions, les tout petits courants. Donc il va falloir vérifier que cette conversion-là est faite dans un environnement qui est bien protégé sur le plan EMC et qu'on ne va pas avoir d'intercorrélation de crosstalk entre les deux grandeurs. Donc ça demande des cartes qui sont faites pour ça. En général, on n'a pas des mesures précises quand on prend des cartes qui ne sont pas dédiées aux mesures haute puissance sur des véhicules. Ce qui va falloir aussi, ce qui va nous permettre aussi, quand on utilise ce genre de carte, d'assurer une garantie d'incertitude globale sur la puissance. Et ça, c'est essentiel, et Thomas l'a dit à plusieurs reprises, la grosse problématique, c'est d'assurer l'incertitude totale de l'évaluation. Et ça, on ne peut pas le faire quand on passe par deux instruments différents. C'est très très compliqué, parce que cumuler les incertitudes sur des plages de fréquences vastes, c'est un travail énorme. C'est qu'en utilisant des cartes qui ont été certifiées pour ces applications-là, et dont l'incertitude donnée en puissance, que vous allez pouvoir maîtriser cet aspect-là. En ce qui concerne la vitesse d'acquisition, c'est vrai que c'est une particularité. Il faut échantillonner vite, parce que maintenant on est face à des variateurs type MLI, hein, donc qui ont des fréquences de HH qui sont de plus en plus rapides. Et la norme est entre 2, on va dire, entre 2 et 5 méga échantillons par seconde, en sachant que il faut bien séparer les problèmes. C'est une discussion qu'on a souvent avec les utilisateurs. À 2 mégasamples par seconde, vous n'aurez pas une vue précise du signal MLI si vous fonctionnez en boucle ouverte. C'est-à-dire que si vous nous intéressez à un variateur, les fréquences de HH vont haut et on a des harmoniques à des fréquences beaucoup plus élevées. Mais dans un système complet, tel qu'un véhicule, donc composé d'un variateur et d'un moteur électrique, les charges inductives font que, à 2 mégasamples par seconde, on acquiert suffisamment d'harmoniques pour garantir le niveau d'incertitude ou de précision qu'on obtient. Donc il y a vraiment deux approches, soit une mesure énergétique sur un système complet où les 2 méga échantillons par seconde sont amplement suffisants, ou une démarche plutôt de mise au point de variateurs, où là on va proposer d'autres systèmes qui eux vont monter jusqu'à 100, 200, voire plus méga échantillons par seconde. Ce sont deux activités bien distinctes et je vais bien être précis là-dessus parce qu'on a beaucoup de questions à ce sujet-là. Et si ces activités sont distinctes, c'est parce que technologiquement, derrière, les convertisseurs analogiques digitaux qui sont mis en œuvre par HBM sont différents entre le monde quantum qui est plutôt basse fréquence, le monde Genesis typé performance et typé mesure performance et le monde oscilloscope avec les cartes très rapides. Voilà. Genesis avec les cartes rapides, qui est une autre application pour les gens qui s'intéressent plutôt aux variateurs. Ce qui est important également, c'est d'essayer de centraliser au maximum les grandeurs physiques qui interviennent dans le calcul d'efficacité.
Comprenez bien, hein, le mesure de rendement, c'est quelque chose qui est complexe à la base puisqu'on fait intervenir des grandeurs électriques qui elles-mêmes sont combinées entre plusieurs grandeurs pour obtenir la puissance et des grandeurs mécaniques, notamment le couple. Si vous utilisez des instruments différents pour mesurer l'un et l'autre, vous allez avoir du mal encore une fois à mettre ensemble vos incertitudes et puis vous allez avoir des problèmes de synchronisation temporelle. Mais je reviendrai là-dessus, par la suite. Thomas l'a également cité, ça c'est très important, le volume de données générées par ce genre de système est énorme. Donc les données brutes sont très importantes pour faire de la recherche, pour faire de l'identification de problèmes, pour vérifier le fonctionnement global du véhicule, mais l'efficacité n'est pas mesurée avec ça. Elle est mesurée avec des données réduites, qui sont des calculs moyennés sur des cycles de puissance et de couple. Donc en général, on a besoin de faire les deux traitements en même temps, c'est-à-dire stocker des données à grande vitesse et puis faire ces calculs réduits pour pouvoir alimenter quelque chose de plus global qui centralise les essais. Et c'est pour ça qu'on a besoin de mettre dans nos systèmes des performances temps réel avec des cartes dédiées, les ISP, qui vont être capables d'assurer ces deux traitements en même temps. Ça, on n'aura pas besoin de post-traiter pour aller alimenter le système de gestion de données et perdre du temps dans le processus de l'essai. Les deux vont se faire en même temps et on va transférer ces données réduites à des systèmes plus globaux via des interfaces diverses et variées comme du CAN, du CAN-FD, des TER4 pour pouvoir communiquer avec les autres éléments du système. C'est une particularité de la mesure électrique, c'est qu'en général, elle n'est pas seule. Contrairement à d'autres grandeurs, on mesure l'électrique, mais on mesure les températures, on mesure les couples. Donc il y a besoin de centralisation et de communication en même temps. Et puis, comme la tendance va quand même dans la simplification, on essaie de proposer des solutions, à des gens qui n'ont pas forcément, toujours l'expertise qu'a Greenmot. On essaye nous aussi, de centraliser les choses au sein du même système. Le système s'ouvre à d'autres physiques, bien sûr du bruit, des vibrations, de la température et ce genre de choses. Pour des gens qui souhaitent vraiment tout intégrer au sein du même système. Un aspect également à prendre en compte, et ça c'est plus l'évolutivité de vos besoins. Les machines électriques se complexifient, hein, les véhicules électriques ont de plus en plus de moteurs. Jusqu'à là, c'était des moteurs triphasés. On commence à voir des technologies qui arrivent avec des moteurs hexaphasés, voire plus, des rotors bobinés maintenant. Donc, il y a besoin d'être évolutif en termes de nombre d'entrées, de synchronisation de ces entrées, et puis aussi du nombre de mesures de couple. Hein, quand vous avez les fameux e-axles, vous avez des choses distribuées avec des couples différents en sortie du différentiel, en entrée différentielle, c'est bien d'être sûr de ne pas être limité en nombre de mesures de couple disponibles sur le système. Voilà ce qu'on met en face de ce genre de problématique pour assurer les besoins d'aujourd'hui. Donc, précision, calcul temps réel pour alimenter la gestion des données, et puis aussi la vision du futur pour être capable d'évoluer sur les machines futures. Dernière grandeur physique, la puissance mécanique. Donc grâce à la mesure DC-AC, on a pu mesurer les puissances sur le réseau électrique. À la fin, pour qu'un véhicule marche, il faut bien évidemment de la puissance mécanique. Donc ces mesures mécaniques, on les met en œuvre sur 3 points. Entre le moteur électrique et le réducteur. C'est une des mesures dont on est extrêmement fier, hein, c'est d'être capable d'intégrer des couplemètres à l'intérieur même des moteurs réducteurs des véhicules. Ce couplemètre, il est central et il est extrêmement important puisqu'il permet à gauche de mesurer l'efficacité du moteur électrique, qui est une des mesures les plus importantes pour nos clients, et à droite de mesurer l'efficacité et les pertes dans le réducteur. Ça, c'est la première mesure de couple. La deuxième mesure de couple, on la retrouve donc en violet, c'est la mesure qu'on intègre sur les transmissions, donc entre la sortie de la boîte et le moyeu des roues. Et dernière mesure, c'est en rouge, celle du banc. Ces 3 mesures de couple, elles ont chacune des spécificités et chacune des difficultés de mise en œuvre. Pour la sortie moteur, on peut être dans des environnements, donc on va forcément rechercher de la haute précision, ça c'est pas de débat là-dessus. Et on peut être sur des axes qui tournent très vite. Aujourd'hui, sur les moteurs électriques, on atteint facilement 16 000, 18 000, 20 000 tours, et la tendance est plutôt à l'augmentation. Donc on va être sur des très hautes vitesses. En ce qui concerne la sortie réducteur, on va être sur les trans. Alors,
pour des questions de performance de mesure, on n'utilise pas le collage de jauge sur les trans. On a développé avec HBM une solution basée sur des capteurs de transmission réutilisables à haute précision et surtout compatibles avec un usage routier, donc par le biais d'une télémétrie. Et enfin, aux sorties roue, troisième besoin, on a besoin d'avoir des capteurs bancs qui sont fiables, robustes et qui répondent à une diversité d'applications puisqu'ils font partie du banc. Grâce à HBM, on a pu trouver des solutions pour ces trois mesures avec leurs trois contraintes et finaliser donc nos mesures de puissance sur les chaînes de traction et donc adresser composant par composant l'efficacité et les pertes. Tout à fait. Alors, j'enchaîne sur quelque chose qui est lié à ces mesures de couple et qui me paraît essentiel à partir du moment où on s'intéresse de plus en plus au fonctionnement transitoire et en conditions réelles des véhicules, donc sur les cycles routiers. Et j'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait, alors certains d'entre vous sont parfaitement conscients de ça, mais les gens qui sont plus nouveaux dans le domaine n'ont pas forcément vu cet aspect. Quand on mesure un signal d'essai, voilà, on mesure une tension, on mesure un courant et en général, les choses se passent bien quand le signal est à peu près stable. Quand on mesure un signal alternatif, les puissances n'ont de sens que quand on les moyenne. Sinon, on parle de VA, mais on ne parle pas d'une vraie puissance, soit active, soit réactive. Donc, de toute façon, dans tous les instruments qu'on peut trouver dans le domaine, il y aura forcément une étape de moyennage des choses. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est là que ça devient essentiel de combiner le couple et l'électrique, parce que le rendement fait intervenir les deux. Et si vous séparez les deux aspects, vous avez des méthodes et des durées de moyennage qui sont pas les mêmes. Et donc, comment comparer des grandeurs qui n'ont pas été mesurées sur les mêmes instants? Alors, vous allez me dire, c'est pas très grave lorsqu'on fonctionne de manière continue, stabilisée, puisque à la longue, à l'infini, on va dire, si on moyenne suffisamment longtemps, on obtient quelque chose de cohérent. Mais à partir du moment où vous allez chercher l'efficacité pendant les phases transitoires, pendant les phases non stables, cet aspect-là va devenir extrêmement important. Et vous allez devoir vous assurer que le moyen-âge des grandeurs mécaniques et électriques ont lieu sur les mêmes durées, et donc sur les mêmes cycles. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup d'efforts dans des algorithmes de détermination des cycles des machines, qui fonctionnent encore une fois avec des DSP, qui vont analyser le signal courant et le signal tension, pour déterminer le cycle réel de la machine, le cycle électrique, et aller synchroniser toutes les moyennes de toutes les grandeurs sur le même cycle. Du coup, quand vous faites un rapport énergie mécanique, énergie électrique, vous savez que vous avez fait un rapport sur le même nombre de cycles de la machine. Et ça va vous permettre d'assurer votre capacité à analyser ce qui se passe pendant les phases transitoires. Et vous savez tous qu'il y a énormément de phases transitoires, surtout sur les véhicules hybrides, où on n'arrête pas de passer d'un mode thermique à un mode électrique, des arrêts, des extinctions, des charges, et ainsi de suite. Et si vous comparez l'autonomie ou la consommation énergétique prévisible d'un véhicule en combinant simplement les points de fonctionnement fixes que vous avez déterminés sur des bancs, eh ben, vous allez arriver à des estimations qui vont en général être extrêmement optimistes par rapport à la réalité. Et cet optimisme vient du fait qu'on n'a pas pris en compte le côté moins efficace de la machine lorsqu'elle est soumise à des transitoires. Donc, l'idée, c'est de centraliser le couple et la puissance, de tout calculer par rapport aux mêmes cycles qui sont parfaitement maîtrisés, parfaitement validables, pour pouvoir calculer la puissance active, réactive, le rendement pendant toutes les phases de fonctionnement du véhicule sur un cycle routier. Ce qu'on appelle cycle detection, et ça impose effectivement de mesurer également le couple avec le même système et avec des capteurs qui ont une bande passante compatible avec ces estimations-là. Tout ce travail, une fois synthétisé, une fois que les essais ont été réalisés, il nous permet d'arriver à ce genre de résultats. Donc, qui sont des cartographies du champ moteur en efficacité ou en perte, donc en efficacité en rendement en pourcent ou en perte en watts. Et donc, on a, grâce à ces méthodologies et grâce à toute l'instrumentation qu'on met en œuvre,
accès à ces cartographies pour l'ensemble des composants de la chaîne de traction, en partant du réseau, comme on l'a vu, jusqu'à la route, et avec une précision qui est aujourd'hui le mieux ce qu'on sait faire. Ça, c'est le premier point. Et nos méthodologies et nos bancs nous permettent aujourd'hui de garantir la comparaison d'un véhicule à l'autre. Que les cartographies sont comparables entre le véhicule qui a été réalisé il y a 6 mois ou 1 an et celui qui va être réalisé dans 6 mois ou 1 an. Et ça, cette stabilité-là, elle est primordiale aujourd'hui et elle est importante pour notre monde. En complément de ces mesures de puissance et de ces résultats obtenus sur les efficacités et les rendements, l'efficacité et les pertes, quand on a mis en œuvre l'ensemble de ces instruments sur les véhicules, sur le véhicule complet, in situ, dans un référentiel qui est plausible pour le véhicule et répétable, Philippe l'a un peu introduit, on peut avoir accès à d'autres à d'autres analyses et aller plus loin adresser d'autres expertises. La première expertise que je voudrais souligner, c'est tous les développements qui sont liés à la caractérisation et le développement des machines électriques. Grâce aux instruments et aux méthodes qu'on a mis en œuvre, on est capable d'adresser ces problématiques et d'accompagner nos clients là-dessus, en leur fournissant par exemple de la mesure HF, Philippe en a parlé tout à l'heure, avec des fréquences d'acquisition très élevées et des bandes passantes très élevées, mais aussi la visualisation de grandeur d'intérêt pour le développement et la caractérisation des machines électriques, par exemple les courants IDIQ, et la projection des courants dans l'espace vectoriel du champ tournant du moteur. Voilà. Et comme vient de le dire Philippe, grâce à cette instrumentation, on peut aussi proposer l'accès aux mesures de puissance électrique et mécanique comparées dans le même référentiel, toutes mesures synchronisées, pour aller chercher du comportement transitoire, de l'analyse de transitoire, qui sont des moments particulièrement importants, comme Philippe l'a souligné, pour l'efficacité et la performance des véhicules électriques. Tout à fait. Alors, là, on aborde la partie analyse, évoluer, temps réel, pour aller proposer des choses plus fines et qui vont plus au cœur du fonctionnement de la machine, et notamment l'interaction entre le variateur et le moteur. Mais ces mesures temps réel, elles sont aussi importantes parce qu'elles vont vous faire gagner du temps. Alors, je suis un peu optimiste toujours. En fait, elles vont même vous éviter de perdre du temps. Quand vous faites un essai comme ça, c'est quand même assez vite complexe. On se retrouve avec des moteurs avec des constitutions plus ou moins différentes, des moteurs avec des cablage en étoile, en triangle, avec accès au neutre, pas accès au neutre, des nombres de phases qui peuvent être variants. Et honnêtement, la mise en place de tous les calculs de puissance et de rendement par rapport à ces configurations variables est quand même assez piégeuse. On peut vite être amené à faire des grosses erreurs de calcul et donc de résultats. Donc la partie temps réel, ce que j'explique là, comment s'assurer que la mesure est valide, elle va vous servir à valider vraiment au cours de votre essai que vos résultats sont cohérents et pertinents. C'est mon côté mesure physique qui revient, où on essaie toujours de vérifier que les ordres de grandeur sont bons. Voilà. Si vous êtes obligé d'attendre, d'avoir fait plein de calculs pour vérifier votre efficacité globale et qu'à la fin vous obtenez un résultat de 1,2, dites ah, quelque chose qui ne va pas, je génère plus d'énergie que j'en consomme. Bon, mesurer tout ça en temps réel, ça va vous permettre de sécuriser votre essai et de vérifier que tout va bien pendant que vous roulez, pendant que vous faites fonctionner le banc, et vous savez combien coûte un banc à l'heure aujourd'hui. Tout ce qu'on peut gagner en évitant les erreurs est bon à prendre. Ce qu'on propose aussi, et ça je pense que c'est vraiment important, notamment avec la complexité croissante des moteurs, c'est une capacité à vérifier les calculs qui sont faits par l'analyseur de manière ouverte et de pouvoir également les modifier vous-même. C'est-à-dire que dans des configurations très particulières, voilà, qui ne sont pas du tout qu'on trouve aujourd'hui sur le marché classique, vous pourrez faire vos propres calculs et valider vos propres résultats au fil de l'eau. Et surtout, vous évitez le phénomène boîte noire où le calcul est fait, on a un résultat et on ne sait pas très bien expliquer comment
les différents éléments de câblage ont été pris en compte. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apporte pour valider la mesure et donner de la garantie sur la mesure. L'autre aspect, et je l'ai observé encore récemment, il y a des avancées, hein, tout le monde n'y a pas recours, mais il y a des cas, vous savez, on a tendance à démarrer les tests de plus en plus tôt hein, pour gagner du temps sur la mise sur le marché, et on fait de plus en plus appel à des techniques type hardware in the loop ou machine virtuelle, ce genre de choses. On va commencer à évaluer les performances d'un véhicule, alors que le véhicule est loin d'être finalisé. Et on voit maintenant des ECU qui ne sont pas des ECU de série, hein, qui sont des ECU, même pas prototypes, hein, les machines virtuelles où on va intégrer des codes de pilotage du moteur et faire les essais comme ça. Ça peut arriver, et c'est assez fréquent, qu'il y ait des problèmes de codage, il y a des problèmes. On tombe à côté de la plaque en termes de pilotage moteur. Et le fait de pouvoir surveiller les courants ID et Q en temps réel, pouvoir regarder dans l'espace vectoriel, pour un expert du contrôle moteur, il va voir tout de suite si les choses se passent bien ou pas. Et si ça se passe pas bien, en général, il a la main pour aller mettre à jour un paramètre de l'ECU, changer quelque chose et continuer l'essai. Ça évite ce processus habituel itératif où on fait un essai complet, on regarde ce qui s'est passé. Ah non, là on n'a pas géré comme il faut, le défluxage n'a pas eu lieu, il y a eu des problèmes, et on refait l'essai. Là, on va pouvoir interagir avec l'essai pour les vraies phases de développement de manière beaucoup plus efficace et de manière beaucoup plus rapide. Donc c'est pour ça qu'on intègre ces outils-là dans nos analyseurs et qu'on les intègre en temps réel pour qu'on puisse interagir avec l'essai en cours de route. Là, on était dans le métier développement moteur électrique. À l'opposé du spectre, on retrouve par exemple le thermal management, donc dont on a déjà parlé en introduction. Ça fait partie aussi des mesures qu'on est capable de mettre en œuvre grâce à tout ce qu'on a présenté. Ces mesures de thermal management, elles ont pour objectif de mesurer la stratégie de conditionnement thermique du véhicule. Aujourd'hui, avec l'avènement des véhicules électriques, on se retrouve avec des systèmes de climatisation et de chauffage, de conditionnement thermique du véhicule qui sont de plus en plus complexes. La climatisation de série, des climatisations réversibles pour faire climatisation et chauffage, la difficulté de ne pas pouvoir récupérer de l'énergie pour faire de l'énergie du moteur thermique pour faire le chauffage de la cabine passager sur les véhicules électriques, mais également la nécessité de conditionner les batteries et les moteurs électriques. Donc tout ça, ça fait des architectures de systèmes de management thermique qui sont très complexes, qui sont difficiles à mettre au point. Et surtout, c'est un champ sur lequel il y a énormément d'innovations, énormément de nouvelles architectures. Donc un vrai avantage concurrentiel est gagné. Ces mesures, aujourd'hui, on est capable de les faire en complément donc des mesures de rendement, en rajoutant les capteurs sur les boucles d'eau, les boucles de réfrigérant, les boucles d'air, là où il faut pour obtenir les données nécessaires soit à la construction de modèles, soit à l'évaluation de la performance d'un système. Et ça peut aller jusqu'à du confort passager. On voit le mannequin instrumenté en bas à droite. En conclusion de ce webinaire, je sais pas si c'est la conclusion. Oui, je viens tout de suite. En conclusion de ce webinaire, donc on a vu que l'évaluation des véhicules électriques requiert des méthodes et des moyens spécifiques et une maîtrise de toute la chaîne de production de données pour arriver à des données qui sont fiables, qui sont mises en forme, qui sont dans lesquelles on peut avoir confiance et surtout qui sont disponibles dans des temps raisonnables par rapport à l'allure du marché du développement des véhicules électriques. Et c'est aujourd'hui ce qu'on propose. En conclusion, bon, je pense que vous avez bien compris que l'instrumentation doit être choisie consciencieusement. Hein, ça joue beaucoup sur l'incertitude globale, et d'autant plus que dans ce genre d'essai, on combine des grandeurs physiques entre elles, donc les incertitudes augmentent naturellement. Et puis, bon, vous l'avez compris, l'aspect sécurité doit être pris en compte, ce qui est une particularité de ce genre d'essai. Il y a plusieurs approches. Hein. Certains vont chercher à tout centraliser sur le même système, on peut le faire. Certains, comme Greenmode, vont plutôt utiliser le meilleur instrument pour chaque domaine et assurer la synchronisation entre tout ça. Mais c'est des questions qu'il faut se poser
en fonction de la problématique et de vos capacités internes. C'est ce que j'expliquais, l'incertitude de mesure, on y revient encore, mais l'incertitude, on en parle toujours, mais elle prend vraiment un accent particulier pour les mesures de puissance électrique. Comme je vous l'ai dit, parce qu'on combine des grandeurs physiques qui sont différentes et aussi, et ça on l'a pas trop dit, parce qu'on atteint des niveaux d'efficacité aujourd'hui sur les chaînes propulsives électriques qui sont d'un très bon niveau et qu'on n'est plus en train d'essayer de gagner 10 ou 15%. On est en train de chercher des pourcents et que quand vous faites le calcul, on a assez facilement des incertitudes globales de mesures qui sont du même ordre, donc des risques potentiels de prendre des décisions de développement qui vont au sens contraire de ce qu'on essaie d'obtenir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On n'a pas, moi, j'ai pas du tout regardé le chat en même temps. Anne-Cécile, Ouais, il y en a quelques-unes, bien. Tu peux nous les lire? Parce que je sais pas si. bien sûr, bien sûr. Alors, comment gérez-vous les potentielles perturbations CEM dans vos mesures? Alors le sujet des perturbations CEM est bien évidemment un sujet d'ordre 1. Pour gérer les perturbations CEM, surtout dans des environnements de véhicules, c'est extrêmement important puisqu'on a par exemple pour les véhicules électriques l'inverteur qui sont des appareils qui rayonnent pas mal. On en parlait avec Philippe en préparation et sur les véhicules électriques et hybrides, il y a également les courants d'injection qui sont extrêmement perturbateurs pour les instruments de mesure. Tout ça, on le gère par des bonnes pratiques, des pratiques de blindage et en essayant d'être au plus propre possible sur la façon dont on réalise l'instrumentation. Ça fait partie de l'expertise et ça fait partie de la difficulté de mise en œuvre. Ouais. C'est sûrement un des sujets sur lesquels on peut facilement faire mettre en œuvre des solutions qui sont inadéquates. Voilà. Et c'est comme le dit tout à fait Thomas, c'est vraiment une expertise. C'est vraiment des choses le MC, il y a des règles, hein, mais il y a aussi beaucoup de situations qui peuvent se produire et qui sont dures à à analyser à l'avance. Donc, il y a des choses qui évoluent en termes de câblage. Par exemple, on a recours à des câbles haute tension qui sont blindés dans la plupart des cas. On a tendance aussi à intégrer au maximum dans les boîtiers d'acquisition qui sont protégés, par nature, les parties numériques qui étaient autrefois, séparées. Il y a aussi un axe qu'on développe, bon, vous en verrez plus, dans le futur, mais les axes de liaison optique. Tout ce qu'on peut passer en optique, permet d'éviter complètement cette influence-là. Donc c'est un gros axe de développement chez nous en ce moment. Donc il y a pas une réponse unique à cette question, c'est un ensemble de bonnes pratiques et de technologies qu'on rajoute progressivement pour se rendre de plus en plus, insensible à ce genre de phénomène. Et cette question, c'est un sujet qu'on connaît bien et sur lequel on a beaucoup travaillé avec HBK. Elle est importante pour les capteurs, mais également pour, comme le soulignait Philippe, tous les bus de terrain, les bus CAN, les bus Ethernet, etc., qui peuvent être soumis à perturbation. Donc c'est une problématique globale, ça ne se limite pas au signal analogique du capteur. Et c'est ça qui rend les choses très difficiles. Alors, j'ai une autre question. Pensez-vous pouvoir tester les véhicules H2 dans le futur? Bien évidemment, ça fait partie de nos objectifs de développement. Historiquement, chez Greenmot, on a commencé il y a 10 ans avec du thermique. Et puis, bah, comme tout le monde, on a pris le virage, hein, d'abord avec les véhicules hybrides. Maintenant, on fait de moins en moins de véhicules hybrides, de plus en plus de véhicules électriques, hein. Vous l'avez peut-être vu dans le déroulé temporel sur les véhicules. Et demain, on adressera du benchmark sur des véhicules H2. On est notamment en train de travailler sur la Mirai, donc qui est un des premiers véhicules H2 de série, sur lequel on est en train de réfléchir et de se creuser la tête pour voir comment est-ce qu'on peut dupliquer cette méthodologie-là et ces instrumentations-là sur des véhicules H2 avec de nouvelles contraintes. Tout à Et fait. peut-être avec le retour d'anciennes choses. Alors,
pas forcément sur les véhicules, mais si on parle de H2, on peut aussi parler de combustion H2 et ce sera peut-être le retour de la mesure de pollution, de choses comme ça, de choses qu'on aime bien. Côté instrumentation, on est bien au courant, de cette tendance-là et il y aura des contraintes nouvelles en termes notamment de température, hein, parce qu'on déjà, le stockage va faire qu'on aura des températures basses, mais il y a aussi, peut-être pas en automobile, mais sachez-le, côté aéronautique, il y a des gros projets de faire de la supraconductivité en utilisant le capacité de refroidissement de l'hydrogène, dans les liaisons électriques. J'étais hier à Francfort sur une conférence aéronautique où ils parlaient de ça justement et nous on est en partenariat avec certains de ces gros acteurs pour comprendre vraiment, les contraintes qui vont intervenir sur les capteurs, notamment sur les liaisons électriques et anticiper dans nos phases de développement pour avoir le matériel adéquat lorsque le marché va exploser. Eh bien, alors il y a des commentaires, vous avez été parfois un peu rapide et certains participants n'ont pas pu faire de copie d'écran. Mais vous inquiétez pas, messieurs, dames, le PowerPoint ainsi que le replay vont vous être envoyés dans l'après-midi par mail. Donc vous pourrez à loisir réétudier les slides et réécouter la session. Et surtout, si vous voulez faire une copie d'écran, faites-la maintenant parce que vous avez nos 2 emails. Ah, vous pourrez nous poser vos questions et on prendra tout le temps qu'il vous faut pour vous répondre individuellement. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Alors, et j'ai une dernière question. Pouvez-vous me rappeler la définition du benchmark? Alors le benchmark, c'est ce qu'on appelle l'analyse concurrence. C'est positionner des véhicules ou des produits. D'ailleurs, on a certains de nos clients qui font du benchmark sur des choses qui ne sont pas du véhicule. Positionner, en ce qui nous concerne, des véhicules, les uns face aux autres, pour faire de l'analyse concurrence. Voilà, sur des paramètres, déterminés. On veut comparer des objets, par rapport à certaines de leurs caractéristiques et obtenir un classement vis-à-vis de cette caractéristique entre ces différents objets. Même si ce classement, c'est plutôt nos clients qui les font, puisque nous, on se contente de fournir des données. Et donc, il est très difficile de répondre à la question quel véhicule est le meilleur, même si on a toutes les données pour y répondre. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Vous êtes remerciés, messieurs, pour vos Merci réponses. beaucoup. Euh, Avec grand plaisir. comme Philippe et Thomas vous l'ont mentionné, n'hésitez pas à poser vos questions par mail ou à les contacter via LinkedIn. Nous reste à vous remercier d'avoir participé à cette session. À bientôt. Très bonne journée à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.